Épisode numéro 61 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois cette semaine à ce rendez-vous hebdomadaire sur les réseaux sociaux en live les mercredis 20h sur Facebook, Twitter et YouTube, sur les pages de Passion MLB ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour ceux qui nous écoutent dans un format de balado plus traditionnel. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Et comme à chaque semaine, à mes côtés, Sébastien Berroir, armé de sa casquette des Yankees de New York. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va être très bien. Ça va mieux que Jeff Hoffman, je te dirais. Ah oui, hein? Oui. Ben, ça va bien. C'est pas dur, là, mais ça va bien. Oui. Écoute, tant qu'à parler de Jeff Hoffman, allons-y directement avec le blog sur les Blue Jays. On va en parler un peu. OK! Blue Jays! Let's play baseball! Comment je te dirais bien ça? Quand est-ce que une anomalie devient un problème? Tu sais, c'est arrivé une fois, mettons, il a donné beaucoup de points. OK, c'est une chose. Là, ça arrive une deuxième fois. Là, ça arrive une troisième fois. Quand est-ce que tu te dis, c'est pas juste un incident isolé? Est-ce que là, à 3 fois, on est rendu à l'étape où tu te dis, 11 points mérités à ces 3 dernières manches, ça se peut-tu qu'on ait un problème? Ben, quand ta moyenne de points mérités passe de 1.1 à au-dessus de 6, tu commences à te poser des questions. Puis tu n'étais pas le 2 avril, là, on est rendu à la mi-mai, donc on commence à avoir un échantillon qui est un petit peu représentatif. Est-ce que les 3 dernières sorties sont vraiment représentatives de vraiment des performances d'Hoffman? Parce que ça allait bien son début de saison. Là. Il était en contrôle, faisait le travail, les Jays étaient en confiance quand il arrivait sur la butte. Par contre, depuis qu'il a envoyé son petit bec sucré au dugout des Orioles, ça se passe moins bien. Oui, il est en confiance, mais là, ça change vite. Donc, je pense pas que... C'est sûr que c'est inquiétant. Je pense pas qu'il faut nécessairement tout changer. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux changer à Toronto? Qui tu vas mettre à sa place? On n'en a pas, là. Donc, tu dois continuer dans cette veine-là. Le gérant John Schneider qui est encore en confiance. Par contre, là, on parle de trois sorties. Il ne va pas falloir que ça se poursuive parce que là, vraiment, ça va devenir problématique. Je te pose une question, tu ne connaîtras pas la réponse parce que c'est impossible que tu connaisses la réponse. Je la pose pour susciter la discussion. D'accord. Les Braves et les Orioles ont refusé finalement de le signer après s'être entendu avec lui parce qu'il y avait des petits pépins de santé qu'il n'aimait pas exactement. Est-ce que tu penses que c'est complètement impossible qu'il y ait un petit pépin de santé puis que l'orgueil embarque puis qu'ils se disent non, je ne peux pas un mois après le début de la saison, après ce qui s'est passé durant la saison morte, aller sur la liste des blessés? Mais ça se peut-tu qu'il lance blessé en ce moment, ce gars-là, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu durant le premier mois, là? Certainement que ça se peut. Puis on va le savoir assez vite. Hein? Souvent, quand un lanceur, ça se met à mal aller, là, un petit séjour sur la liste des blessés qui arrive. C'est pas normal que du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Est-ce que c'est seulement au 2e étage dans la tête que ça se passe ou il y a un problème physique à quelque part? Ça se peut aussi. Les organisations, les Braves, les Orioles, le corps médical de ces formations-là ne sont pas fous en plein non plus. Hein? On a vu quelque chose là, pour refuser de signer un joueur comme Hoffman qui, en santé, fait très bien. Mais là, est-ce qu'il est vraiment en santé? Est-ce que c'est ce petit problème-là qui refait surface, qui va donner raison aux 2 autres équipes? Là, il y aurait un petit peu l'air fou, Hoffman, là, parce que il a mis la pression sur ces 2 organisations-là. Lui est en confiance, mais là, il ne l'est plus du tout. Jeff Hoffman, est-ce que tu penses que les petits génies des stats avancés l'ont mélangé raide? Ça se peut, mais ils ne l'ont pas mélangé en début de saison. C'est ça qui est un petit peu surprenant de voir ce changement drastique. C'est le jour et la nuit, le Jeff Hoffman du début de saison, le Jeff Hoffman des 3 dernières sorties. Donc, lequel est le vrai? Probablement qu'on est un petit peu entre les deux, mais il n'y a pas vraiment d'explication. Peut-être que lui, il le sait, puis comme tu l'as mentionné, c'est un problème physique, puis il va le cacher jusqu'à la dernière seconde, mais ce ne serait pas bon pour lui ni pour les Jays, cette situation-là. J'en ai une bonne ici qui nous vient d'Olivier Laverdière. Je te la soumets. Selon vous, les gars, qui entre Devin Williams et Jeff Hoffman est le moins payé pour lancer la 9e manche?
Mais là, j'aimerais ça voir Jeff Hoffman être dans une situation de 8e manche, comme Devin Williams l'a fait. Mais à New York, on pouvait se le permettre parce qu'on avait Luke Weaver qui peut prendre la 9e manche. À Toronto, est-ce qu'on va mettre Yimi Garcia dans cette situation-là? Je ne pense pas qu'il ait prouvé qu'il peut le faire sur une longue période, peut-être à court terme. Chad Green, il ne nous a pas prouvé qu'il était capable de le faire. On n'a pas les solutions à l'interne, donc on doit un petit peu mourir avec Jeff Hoffman. Qui je prendrais entre les deux, je ne le sais pas, parce que Devin Williams, c'est pas beaucoup plus facile par les temps qui courent. Là, fait que c'est des bébites, hein, les releveurs, d'une année à l'autre, puis même, je dis d'une année à l'autre, mais c'est d'un mois à l'autre, on ne sait jamais à quoi ça va. Non, c'est assez spécial. Pendant ce temps-là, juste avant, on parlait de Luke Weaver. Tu as un Luke Weaver qui sort d'absolument nulle part. Oui. qui est devenu le closer des Yankees l'an dernier parce que Cléon ne fait pas le travail, qui redevient le closer des Yankees cette année parce que Devin Williams ne fait pas le travail. Puis lui, on dirait qu'il n'y a absolument rien qui l'atteint. En effet. Jean-Michel qui nous dit Pete Walker, pour moi, il l'a mélangé. Vrai ou pas? Tu sais tout mon amour pour Pete Walker, mais dans cette situation-là, j'ai de la misère à le blâmer. Ça allait bien. Je pense pas que ça soit un élément vraiment précis qu'on peut pointer, à moins que ce soit une blessure. Là. Je pense pas que ce soit passé nécessairement quelque chose. En début de saison, c'était Pete Walker qui était là, puis ça allait bien. Au camp d'entraînement, c'était Pete Walker, donc j'en ai aucune idée de ce revirement de situation. Richard nous dit ici que Hoffman était arrogant en début de saison. Tu en as un petit peu parlé là, justement de son excès de confiance. Amène une question intéressante que je vais te soumettre aussi. Encore une erreur de cette direction. Romano, en santé, il faisait la job. À choisir entre les deux, Jeff Hoffman ou Jordan Romano? Je pense que je prends Jeff Hoffman quand même. Ben, je pense que moi aussi, on ne s'ennuie pas vraiment de Romano. Là. Ça ne va pas beaucoup mieux à Philadelphie. À Toronto, il y avait des soirs que c'était pénible. C'était tout le temps une aventure. C'était rare les soirs où ça se passait super bien, puis que tout le monde était en confiance, qu'on réglait le tout rapidement. Ça arrivait très rarement. Donc, on a peut-être tendance à oublier les difficultés de Jordan Romano à Toronto. Hoffman, ben là, c'est sûr que c'est une période catastrophique, mais j'ai l'impression que sur le long terme, je préférerais avoir Hoffman comme releveur numéro 1 des Jays. Il y a Juliano ici qui nous dit Hoffman dans mon pool, -5, -9, +10, +11, -12. Grosse montagne russe. Combien de temps je vais être patient? Je vais te soumettre donc la question est-ce que Juliano doit être patient dans son pool? Ben, les Jays n'ont pas le choix d'être patients. Giuliano, je ne le sais pas. Dans la situation de son pool, s'il y a d'autres éléments qu'il peut aller chercher, si son club est mieux nanti dans l'enclos de relève que les Jays le sont. C'est ça que les Jays n'ont pas de solution présentement. Puis ça revient au même point qu'on parle depuis le début de la saison. Le manque de profondeur, autant dans la rotation que dans l'enclos de relève. Puis, tu sais, c'est un peu lié parce qu'on a Yariel Rodriguez qui peut jouer sur les deux tableaux. On manque de bras, de qualité surtout. Puis là, ben, on en paie le prix parce qu'on en paie le prix dans la rotation et dans l'enclos de relève aussi. La rotation puis la profondeur, oui, de cette rotation-là qui s'amenuise aussi. Max Scherzer qui n'a pas l'air du tout de s'approcher d'un retour au jeu pour le moment. Jake Bloss qui a été opéré au coude dans les mineurs, sa saison est terminée. Ça, c'est un gros coup. C'était un des gros retours, un des gros morceaux de la transaction Yusei Kikuchi. Ça n'allait pas trop bien dans le 3A pour lui. Là, il y a ça qui se passe. Donc, évidemment, il est encore jeune. Là, peut-être qu'en 2026, ça va bien aller pour lui. Mais depuis qu'il est à Toronto, disons que ce n'est pas exactement un franc succès pour lui. Donc, c'est difficile là, présentement sur le monticule pour les Blue Jays qui espèrent être une équipe aspirante. Mais pour ça, Sébastien, ça va prendre plus d'aide sur le monticule. Là. Relève, partant, tout ce que tu voudras. Ce club-là, les lanceurs crient à l'aide en ce moment. Oui, il crie à l'aide. Puis tu parles de Kikuchi, on le prendrait à Toronto présentement. Hein? Je sais pas, hein? C'est ça. Oui, on a eu un bon retour, mais. Oui, mais il n'y a rien qui t'empêchait de le signer durant la saison morte. Exactement. L'idée, on ne néglige pas la transaction. La transaction, je la refais 10 fois sur 10. Ouais. Cette signature-là aussi, par exemple, je la refais 10 fois sur 10. Oui, puis surtout, on l'a mentionné la semaine dernière, on n'a même pas fait d'offre à Yusei Kikuchi. Au moins, essaye.
Fais une tentative, essaie de le ramener. Mais on ne l'a pas fait, puis là, on en paie le prix. Puis tu parles du corps de lanceur. Oui, on a besoin d'aide. Des lanceurs crient à l'aide. Mais ils crient à l'aide aussi parce que l'attaque ne fonctionne pas. Ça s'est un petit peu amélioré dernièrement. On a vu des beaux flashs de ce que ça pourrait être, mais encore une fois, on sous-performe du côté de l'attaque des Jays. Puis ça a des répercussions sur la rotation que l'enclos de relève. Attaque des Blue Jays, on va en parler. Par la force des choses, parce que Andrés Giménez s'est blessé, on a décidé d'envoyer Ernie Clement au deuxième but pour amener Addison Barger au troisième coussin. Tu n'as pas bien le choix d'y aller comme ça parce que les Blue Jays sont incapables de rappeler un joueur d'avant-champ pour sauver leur vie. Il y a Stéphanic qui est là comme pour dépanner, mais les 4 partants avec Guerrero et Bichette, ce sont eux pour le moment, jusqu'au jour où Andrés Giménez va reprendre sa place au deuxième coussin. Ça donne de la place à Barger pour prendre ses aises, prendre son envol dans le baseball majeur. Et cette semaine, il en a profité. Là. On a vu des flashs de ce que ce gars-là peut devenir. Puis je pense qu'on en parlait justement un petit peu la semaine passée, mais il y a un coffre à outils qui est intéressant. Il frappe la balle avec autorité. Il y a vraiment des atouts que plusieurs n'ont pas dans cette organisation-là. Et s'il est capable de prendre son envol et s'il est capable de prendre confiance, pas juste à Buffalo dans le 3A, dans les mineurs, mais de le faire à l'échelle du baseball majeur, de le faire au Rogers Center à Toronto, les Blue Jays pourraient en avoir, je te dis pas la prochaine vedette du baseball majeur, mais ils peuvent avoir un joueur qu'on pourrait qualifier de joueur d'impact là, si ça va bien pour Barger. Mais là c'est terminé. Là, l'expérience Ernie Clement au troisième but. Quand Giménez va revenir, là, c'est Addison Barger qui doit demeurer au troisième coussin. C'est un joueur de troisième but, c'est pas un voltigeur de gauche. C'est sa position, tu le mets dans des circonstances qui le favorisent, puis tu lui donnes des répétitions pour que justement il prenne son rythme au bâton. C'est un élan qui est violent. La puissance, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr qu'il y a certains petits trucs à travailler au bâton, mais avec un élan comme ça, tu peux peaufiner puis devenir un excellent frappeur. Tandis qu'un frappeur qui n'a pas cet élan-là, c'est beaucoup plus difficile à changer puis à arriver à ce point-là, voire impossible. Barger, il l'a. Tu dois travailler avec lui, mais il doit le faire à tous les jours. Puis il doit être dans des circonstances où il n'a pas à se soucier de son jeu au champ gauche alors qu'il n'a pas évolué là souvent. Tu le places à sa position naturelle. Puis il va être dans des circonstances beaucoup plus favorables pour performer. Puis Ernie Clement, il est beau, il est fin, mais je ne pense pas que ce soit la solution pour les Jays au troisième but. Il peut dépanner, ça peut être un joueur d'utilité, mais de là être partant chez les Jays, non merci. Ben, comme joueur d'utilité, c'est un rôle qui est super le fun. Là. Si justement Barger prend une journée de congé ou tu veux, c'est 10-1 puis tu débarques Beau Bichette ou Andrés Giménez, une journée de congé, peu importe, tu l'amènes, il peut se promener, aucun problème, il peut arriver une fois de temps en temps comme frappeur suppléant, justement peut-être pour un Barger si tu changes le lanceur ou quoi que ce soit. Mais non, comme partant, il faut que cette expérience-là soit terminée. Olivier ici qui nous dit, par contre, n'oubliez pas, on parlait de Kikuchi tantôt, n'oubliez pas qu'à ses 2 premières saisons avec les Blue Jays, Kikuchi n'a pas été impressionnant. À sa première saison, il n'a pas été impressionnant. Les 2 autres après, il a été bon. Mais sa première, on l'avait envoyé en relève, là, c'était pas spectaculaire comme signature, on va se le dire, mais les 2 dernières saisons, là, donc 23 et 24, il avait bien fait là, quand même du côté de Toronto. Mais raison de plus, l'adaptation était faite à Toronto. Il s'était adapté, il était heureux à Toronto. Là, on l'a vu, il se retrouve à Los Angeles. C'est un petit peu plus difficile parce que probablement qu'il y a une adaptation à faire encore une fois. Mais là, tu avais un joueur heureux qui performe dans ton organisation. Oui, les lanceurs partants le revoulaient aussi. Là, il avait fait un pitch à Kikuchi, probablement à la direction aussi, de dire hey, ramène ce gars-là l'hiver prochain. Mais c'est bien beau faire un pitch aux joueurs, mais si l'organisation ne fait pas de pitch, c'est ça. Il va pitcher ailleurs. Oui, exactement. Il va pitcher dans l'ouest de l'américaine, c'est-à-dire la seule division qu'il connaît quand il n'est pas à Toronto. C'est ça. Voilà. Éventuellement, les Aces et les Rangers, il va compléter sa petite tournée. Merci, bonsoir. Pourquoi pas? Jean-Michel qui nous mentionne que Barger est protégé dans l'alignement des frappeurs aussi, que ça peut faire une différence. Jean-Michel aussi qui nous parlait d'Alan Roden qui va bien à Buffalo. C'était le but de le renvoyer en bas justement pour qu'il reprenne confiance. Est-ce que c'était lui le problème ou c'est le fait de jamais l'avoir mis dans un rôle de premier frappeur ou protégé dans l'alignement? J'ai envie de te dire que
comme dans la vie en général, la réalité est probablement entre les deux. Est-ce qu'on l'a assez protégé? Peut-être pas. Est-ce qu'il en a assez donné de son côté? Peut-être pas non plus. Mais en même temps, Sébastien, il y avait un camp qui lui permettait de commencer la saison dans les majeurs. Il a vu ce que ça prenait. Il a vu qu'il ne l'avait pas encore. Il a été reprendre confiance à Buffalo. On va le revoir cette année. Puis ça se peut qu'il y ait une bonne fin de saison à Toronto. Des fois, tu es à une blessure de remonter. Puis on ne sait jamais. Oui, assurément. C'est sûr qu'on ne peut pas protéger tout le monde dans cet alignement-là. Là. C'était pas vraiment lui, notre cible à protéger dans ce rôle offensif-là qui manque clairement de profondeur. Il ne nous a pas prouvé qu'il était capable de prendre le rôle de premier frappeur. Non. Donc, les deux ont leur tort dans cette situation-là. Par contre, est-ce qu'il y a eu assez de chance pour se mettre en valeur? Ça, je suis moins sûr. Dalton Varsho, ça va très bien depuis qu'il est revenu au jeu chez les Blue Jays. On voit quelques personnes qui parlent déjà de commencer à lui faire signer une prolongation de contrat. Puis, si je ne me trompe pas, la direction aussi, en début d'année, avait nommé Varsho. Je me trompe peut-être, mais de mémoire, pour ce qui est des joueurs qui pourraient signer à long terme. D'un autre côté, si ça va mal, ben écoute, est-ce qu'il pourrait être en demande à la date limite des transactions? Toi, si tu es les Blue Jays puis que le club est à, je sais pas, 7-8 matchs des séries rendus à la date limite des transactions, est-ce que tu envisages la possibilité d'échanger Dalton Varsho? Certainement. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur celle-là, là, mais moi, je profite de l'occasion parce que c'est un marché très mince pour ce qui est des voltigeurs. Je pense que tu vas avoir plus que la vraie valeur de Varsho. Varsho qui performe très bien, est en confiance. On retrouve le Varsho au bâton qu'on avait en Arizona. Et tu dois profiter parce que quoi qu'en disent les Jays, là, on n'est pas aspirant cette année, puis on ne sera pas aspirant aux grands honneurs l'an prochain, à moins de faire des miracles cet hiver, mais j'y crois pas. Ça va être extrêmement difficile, encore une fois, d'attirer des gros joueurs autonomes à Toronto. Donc, il faut construire de la bonne façon. Puis ça peut passer par une transaction qui implique Varsho. Comme je l'ai mentionné, je pense que sa valeur va être très élevée. À part lui, on a peut-être Luis Robert qui va être disponible, va coûter beaucoup plus cher. Oui, c'est vrai qu'il ne performe pas à la hauteur présentement, mais quand même, il va avoir un prix plus élevé que Varsho. Mais c'est comme la deuxième pièce la plus importante au champ extérieur présentement sur le marché. Donc, tu peux jouer le jeu des enchères puis aller chercher quelque chose de très bien. On parlait de lanceurs tantôt. Ça serait peut-être une occasion de revamper un petit peu cette rotation-là ou l'enclos de relève. Moi, je ne suis pas fermé à l'échanger dans le sens où, écoute, c'est une bonne offre sur la table, mais je ne pense pas que les Blue Jays peuvent avoir assez. Et surtout, c'est pas tant que je ne suis pas d'accord de l'échanger, mais c'est que je pense que les Blue Jays, avec la direction actuelle, le feront jamais. Parce que tu l'as échangé contre Gurriel, tu l'as échangé contre Moreno, tu peux pas le rééchanger après. Je pense qu'il faut que tu vives et que tu meurs avec lui. Il y a quand même une valeur intéressante qui est aimée dans ce club-là. Je vois pas je vois pas un club donner un morceau tellement intéressant dès maintenant dans le baseball majeur, parce que les Blue Jays, c'est ça qu'ils chercheraient, cet échange Varsho, parce que tu viens de signer Guerrero, il faut que tu profites de cette fenêtre-là qui est ouverte. Donc, je vois juste pas la transaction qui permettrait de maximiser cette valeur-là. Donc, je pense que sa meilleure valeur est ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus ici dans les circonstances. La réponse aurait peut-être été différente sans le contrat de Vladdy, mais pour l'instant, j'ai l'impression que sa meilleure valeur par la force des choses est ici. Par contre, il ne faut pas que tu t'essaies de racheter une erreur par une autre erreur aussi. Oui, la transaction qui a amené Varsho à Toronto, c'était une erreur. Évidemment. Mais tu ne dois pas nécessairement, à cause de ça, t'empêcher de le transiger si tu es capable d'avoir une valeur qui est quasi extraordinaire. Est-ce que ça va être un joueur qui est déjà établi? Peut-être pas, mais moi, j'irai chercher un joueur qui est sur la ligne, là, qui est tout près de monter dans le baseball majeur, qui va arriver avec c'est un joueur qui a du potentiel, mais qui est sur le point de faire son entrée dans la MLB, qui va pouvoir grandir parce qu'on le sait que Vladimir va être là pour plusieurs saisons. Oui, c'est sûr que là, on arrive à son prime très bientôt, donc il va falloir capitaliser sur ça, mais on n'en est pas encore là chez les Jays. Fait que d'aller chercher un joueur qui est plus jeune, mais qui est sur le point d'arriver, bien, on pourrait construire quelque chose de très bien autour de lui et autour de ce noyau-là.
Échange-le contre Dalton Rushing à Los Angeles, qui vient Oui, de monter le jeune receveur. Parce que les Dodgers vont clairement vouloir échanger un receveur d'avenir contre un voltigeur de centre. Ah non, ça, c'est les Blue Jays qui font oui, ça. c'est ça. Excuse-moi, je suis mélangé comme un jeu de cartes. Mais là, pour faire suite, est-ce que les Blue Jays devraient aller chercher Austin Barnes? Ben, Tyler Heinemann n'est pas le problème de cette équipe-là, mais comme ça demeure un receveur d'expérience qui peut. En même temps, sa force, c'est pas l'offensive, puis c'est ce que les Blue Jays recherchent. Je vais te dire non à cause du fit, mais je pense qu'Austin Barnes va se retrouver un travail, puis je pense pas que ça va être long. C'est un gars qui amène du leadership, c'est un gars qui est bon défensivement. Je veux dire, Martin Maldonado a eu 8000 chances, puis il est 15 fois moins bon offensivement. Fait que je pense que Barnes va avoir sa chance. Ouais, je suis d'accord. On a plusieurs questions. D'ailleurs, plusieurs questions de Matt là, que je vois sur YouTube. Là, je me garde là, pour la période de questions. Tu es en train de nous peupler ça. Mais il y en a une ici qui concerne les Blue Jays, donc je vais la passer tout de suite. Russell Martin ne pourrait pas faire comme Buster Posey et être le prochain DG des Blue Jays, connaissant le succès de Buster Posey avec les Giants cette saison. Russell, je pense qu'il s'enligne plus pour une carrière de gérant si c'est ce qu'il veut. Et la différence, c'est que Buster Posey aussi, il avait vraiment les deux mains dedans. Il était actionnaire des Giants depuis plusieurs années. Lui, Russell, il est auprès de sa famille. Il veut encore passer du temps avec les siens pour les prochaines années. Il n'a pas les deux mains dans la... Excuse-moi. Il n'a pas les deux mains dans la pâte présentement. Donc, écoute, est-ce qu'un jour, ça peut l'amener jusque-là? Qui sait? Mais moi, je ne peux pas dire que j'y crois et certainement pas à court terme non plus. Là. Puis, c'est pas le même genre de situation, selon moi. Non, puis si on met notre fameux duo à la porte, ça va prendre quelque chose de solide. Là. On peut pas, pour les prochaines années, on ne peut pas se tromper. Puis j'ai absolument rien contre Russell, mais est-ce que tu vas amener un gars un petit peu sans expérience dans cette circonstance-là? Je ne suis pas sûr que ce serait le fit parfait. Par contre, comme gérant, quand Russell va être prêt, parce que je pense que pour le moment, il ne semble pas être prêt à faire ce pas-là. Non. Pour Toronto, ce serait une très belle acquisition. Là. Ouais. Que ce soit pour succéder à John Schneider ou le suivant, là, vraiment, ce serait une belle acquisition. Ouais. D'après moi, ça va plus être le suivant. Là. Je pense pas qu'il est à quelques jours, mois, années. Peu importe ce que tu diras. Je pense pas que c'est lui le prochain. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il y en a géré des matchs là, par la force des choses. Puis à Toronto même, là, je veux dire, il a passé quelques années dans cette organisation-là. C'est lui qui collait les pitchs. Donc, un receveur, c'est un gérant d'argent. Ouais, mais tu dis, tu sais, John Schneider, peut-être qu'il est encore là pour 10 ans. Là, parti comme c'est là, c'est vrai. Il n'a pas l'air à être sur le pas de la porte. Là. C'est vrai. Jean-Michel qui nous mentionne les Phillies pour potentiellement Dalton Varsho. Je ne déteste pas le fit pour améliorer ce club-là défensivement. Schwarber est déjà pas mal juste frappeur de choix, mais c'est sûr que quand tu as Castellanos d'un bord, si tu as Varsho pour couvrir certaines erreurs, ça peut pas nuire maintenant. Ça fait longtemps qu'on cherche un vrai voltigeur de centre là, chez les Phillies. Là. Puis est-ce que c'est la pièce qui nous manque? On est tout près de pouvoir se rendre jusqu'au bout. On a l'expérience pour le faire, on a le talent pour le faire. On dirait qu'à chaque année, il nous manque un petit quelque chose pour pouvoir y arriver. Est-ce que c'est ça? Peut-être pas seulement ça, mais ça plus une autre pièce du casse-tête. Puis vraiment, la Philadelphie, c'est une bonne suggestion. Ça ferait beaucoup de sens. Puis je pense qu'on serait capable de payer un prix qui est juste si on a vraiment ce besoin-là rendu à la date limite des transactions, puis les Phillies sont capables de se lancer dans une surenchère. Dave Dombrowski, il aime ça ajouter. Là, fait que c'est pas un stress. Combien tu veux? Bon, on va t'en donner plus. Veux-tu un releveur de mon équipe en ce moment? Veux-tu que je te redonne Romano? Ça serait drôle, ça. Romano et Hoffman, 8 et 9. C'est malade. Si ça arrive, je te l'annonce, là, j'avais pas ça sur ma carte de bingo. Non, moi non plus. Puis c'est qui lance la 9e? Hein? Celui qui est le moins pire en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, sur ce segment qui a très bien fini, allons-y, Sébastien, avec ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. La grosse nouvelle dans le baseball majeur cette semaine, Pete Rose n'est plus sur la liste d'inéligibilité. Inéligibilité, oui. Je pense que je l'ai bien dit. Oui, ça a bien sorti. Il n'est plus barré du baseball majeur. Ça, je sais comment le dire.
avec Shoeless Joe Jackson et plein d'autres membres du scandale des Black Sox en 1900 tranquille. Les voilà donc de retour dans le baseball majeur. Pourquoi, Sébastien? Ben parce qu'ils sont décédés et que Rob Manfred a décidé que quelqu'un qui était décédé ne pouvait plus nuire à la cause ou à la réputation du baseball majeur. D'un côté, est-ce qu'il a raison? Ben, oui, fondamentalement, mais en même temps, je peux en dire des niaiseries et avoir raison aussi. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que tu décides de le ramener. Tu sais, il n'est plus barré du baseball majeur. Ça veut dire qu'il existait un monde où il était plus barré, qu'il soit décédé ou pas. Puis tu le fais pas de son vivant. Tu sais, c'est dommage. C'est dommage pour le gars qui n'aura jamais pu vivre ça dans l'optique où, de toute façon, tu le fais. Parce que s'il avait dit non, même décédé, je veux rien savoir, ben, ça aurait été une chose. Mais là, clairement, il n'était pas si fermé que ça à l'idée. Il l'a fait. Mais c'est parce qu'il est rendu là. Vas-y jusqu'au bout, là. Oui. Puis on s'entend là, qu'un mort, il va nuire à rien. Là. Fait que, Non. ça, c'est sûr et certain. Fait que ça donne quoi de faire ça à ce point-ci? Je ne l'ai pas compris. Puis surtout que je pense pas qu'on s'enligne vers une intronisation de Pete Rose au Temple de la Renommée. Si tu le fais, c'est dans ce but-là, selon moi. Mais là, on le fait, mais probablement que ça n'arrivera pas. À moins que Donald Trump s'en mêle. Là, ça, c'est un autre dossier. Mais je comprends pas la logique dans ça. Si tu avais à le faire, fais-le avant. Rendu là, il vit avec les conséquences, puis il va jusqu'au bout. Là. Le gars, il est mort. On m'a déjà dit, si tu fais le mal, fais le bien. Puis dans ce cas-là, ben, il t'a fait le mal, mais tu l'as mal fait. Là, parce que là, tu as bifurqué en plein milieu, tu as décidé de le ramener. Ça ne change rien pour Pete Rose parce qu'il l'aura jamais vécu, comme on dit. Et bon, ça lui ouvre potentiellement les portes du Temple de la Renommée, mais comme tu l'as dit, on semble douter dans le milieu du baseball depuis 24 heures qu'il va vraiment avoir la chance d'être intronisé à titre posthume parce que il ne faudra pas qu'il passe dans le format traditionnel de il y a 400-500 journalistes qui votent, il faut que tu aies 75%. Ce serait par le comité des vétérans. Ce serait dans 2 ans et demi, là, fin 2027 pour la classe de 2028, parce que c'est la prochaine fois qu'ils vont se rencontrer. Et c'est un comité, écoute, un comité de vétérans dans le baseball, pas besoin de te dire que ça joue conservateur là-dedans. Et c'est pas tout le monde dans ce comité-là qui aimerait ce que Pete Rose a fait. Parce qu'il a terni l'image du baseball malgré tout. À une époque où tu n'avais pas le droit de parier. Aujourd'hui non plus, tu n'as pas le droit de parier sur le baseball, mais la culture du pari est ailleurs. Là, je veux dire, un segment qui est commandité par Bet99, ça n'existait pas en 77. On s'entend là-dessus. Donc, il y a ça de un. Il y a le fait que Pete Rose a eu une relation avec une mineure dans le temps, pendant qu'il était dans la trentaine, qui jouait à Cincinnati, qui avait une relation avec une adolescente de Cincinnati. Il n'a pas nié dans le temps la relation, il a nié qu'elle n'avait pas l'âge du consentement au moment où c'est arrivé. Bref, il y a un flou par rapport à cette histoire-là. Et la réputation compte malgré tout quand vient le temps de voter pour le Temple de la Renommée. Ça ne devrait pas. Mais la réputation de l'homme compte. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés au Temple parce qu'ils n'étaient pas sympathiques avec des journalistes. C'est dans ce sens-là que je dis que ça ne devrait pas. Donc, dans le cas de Pete Rose, ça pourrait, par la force des choses aussi, là, être affecter ses chances de rentrer au Temple de la Renommée. Oui, puis là, on parle du comité de vétérans. Ça va être beaucoup plus difficile de passer par ce comité-là, mais même par la façon traditionnelle, on le voit avec les joueurs qui ont utilisé des stéroïdes, ça ne passe pas là non plus. Donc, je ne pense même pas qu'il aurait passé avec la formule du 75% des voteurs. Moi, je pense que oui. Ah ouais, moi, j'ai des doutes. Parce que c'est pas la même chose que. Je pense pas que. Je pense qu'il y a plusieurs journalistes qui auraient fait la nuance entre dopage et pari qui est aujourd'hui légal, mais pas au même point que le comité des vétérans. Puis le comité des vétérans sont 16 ans. Fait que c'est quasiment 3 prises étaient retirées. Là. Pour avoir 75%, là, ben, ça t'en prend. Dès qu'il y en a 5 qui ne votent pas pour toi, c'est fini. Fait que ça, c'est quand même plus rough. Fait que moi, je pense qu'il y aurait eu plus de chances avec le format plus traditionnel. Puis il y aurait eu 10 chances surtout. Là. Oui, c'est sûr, mais c'est quand même du stock à aller chercher 75%. Puis on parlait de conservateurs, il y en a dans ceux qui votent pour le Temple de la Renommée. Peut-être que celui qui n'a pas voté pour Derek Jeter voterait pour Pete Rose. C'est une autre chose. Mais dans les deux cas, moi, j'y crois pas. Fait que ça nous ramène à notre point de tantôt. Pourquoi tu l'as fait?
Ça ne sert plus à rien. Mm. Pour moi, là, on veut peut-être se donner bonne conscience, mais ça ne donne absolument rien au final. Je me demande vraiment, plus j'y pense, jusqu'à quel point Donald Trump a eu de l'impact là-dedans, parce que je sais qu'il y a eu des essais, évidemment, qui a changé les choses. Là, c'est ça la prémisse de Rob Manfred, mais il a toujours été fermé. Et là, Rob Manfred se met le nez là-dedans, puis 2 semaines après, il est réintégré dans le baseball. C'est dur d'y voir juste une coïncidence. Non, c'est ça. C'est ça. Ça n'existe pas, les coïncidences comme ça. Là. Des coïncidences, ça existe, mais comme ça n'existe pas. Là. C'est sûr et certain qu'il y a eu un rôle à jouer. À partir de ce moment-là, je ne pense pas qu'il va pouvoir avoir un rôle jusqu'au bout, là, jusqu'à le faire élire au Temple de la Renommée. Ça va prendre. Je sais qu'il est capable. Là. Il pourrait peut-être signer un décret qui fait que Pete Rose rentre au Temple de la Renommée, ce qui fait que le comité serait peut-être annulé, mais ça va être. Ce serait très difficile de rentrer dans un comité de plusieurs vétérans, puis de convaincre la majorité. J'en serais très surpris. Et là, pendant ce temps-là, il y a Trevor Bauer qui a décidé de faire un petit peu de PR avec ça, en déposant un tweet en disant « Bon, maintenant que Pete est de retour, a été réintégré dans le baseball, est-ce que ça veut dire que c'est le cas pour tous ceux qui ont été blackballed, donc qui ont été mis de côté, mis sur une liste noire, si tu veux, ou est-ce que tu dois être coupable de quelque chose pour pouvoir revenir dans le baseball majeur? » Ah, Trevor. Il en manque pas une, hein? Ah, il l'a pas. Ah, il l'a tellement pas. C'est pas de même que tu vas revenir, le cabochon. Là. Non, mais probablement qu'il a déjà, il a déjà lancé la serviette. Là, il sait qu'il ne reviendra pas. Fait que là, il donne son show puis il se fait plaisir. Fait que, il en manque vraiment pas une. Toutes les occasions qu'il a de placer son mot, il va le faire. Rendu là, c'est de bonne guerre parce que on a passé à autre chose du côté du baseball majeur. Lui, je ne suis pas sûr qu'il a passé à autre chose, là, mais quand même, il trouve le moyen de nous divertir, puis ça reste Trevor Bauer, puis ça va le rester jusqu'à la fin. Puis surtout, corrige-moi si je me trompe, il a le droit de signer avec une équipe du baseball majeur. Oui. Le problème, c'est pas la Ligue. La Ligue t'a ramené, mon homme, c'est que organiquement, les 30 équipes ont fait « Tu veux jouer gratuitement? Non, ça coûte trop cher. » Tu sais, il est là le problème. Puis c'est pas en mettant des tweets comme ça, avec la réputation que tu as d'être un coéquipier de marde, que les équipes vont se faire tiens, j'ai vraiment l'impression que le moment est bien choisi pour amener un cancer dans mon vestiaire. Voyons, toi. Tu t'imagines-tu les Dodgers, là? Qu'on a 42 blessés dans la rotation partante parce qu'on a 8 rotations. Là. Eux autres, là, ils seraient vraiment dans le trouble, puis ils se diraient bon, on va aller chercher Trevor Bauer, qui nous fait cette panoplie de tweets-là, qui a l'air d'être vraiment sain d'esprit, pour l'amener dans notre vestiaire. Dans une année, dans toutes les prochaines années, là, mais dans une année où on doit gagner la Série mondiale. C'est sûr que ça n'arrive pas. Puis c'est ça, ils ne s'aident pas en le faisant. Puis il n'y a aucune organisation, à part peut-être les Rockies, là, qui peut-être à un moment ou à un autre vont faire ben oui, viens jouer. Là. Mais il n'y a aucune organisation qui veut se mettre dans le trouble à ce point-là. Tu ne seras jamais assez dans le trouble pour aller chercher Trevor Bauer. Puis, tu sais, je tiens juste à rappeler aussi que s'il n'avait pas eu son pari de « Moi, je dans la vie, je signe juste des contrats d'1 an, sinon ma meilleure amie a le droit de me donner des coups de poing dans les couilles, là. » Puis qu'il avait signé un contrat de 7-8 ans, là, comme il méritait à ce moment-là, après son Cy Young à Cincinnati, là, ben aujourd'hui, il y aurait une job dans le baseball majeur parce que c'était facile de le couper quand il restait 1 an de contrat. S'il en restait 5, ben les équipes l'auraient ramené parce qu'ils n'auraient pas voulu donner 150 millions de dollars dans le vide. Fait que tu avais juste à te placer en position de jouer, tu avais juste à ne pas être imbécile, tu avais juste à ne pas être un mauvais coéquipier, puis tu n'aurais une job aujourd'hui parce que c'est encore un bon lanceur. Fait que tu sais, j'ai pas exactement de pitié pour Trevor Bauer là, qui essaye de s'attirer du capital de sympathie dans une situation comme celle-là. Non, pendant ce temps-là, il blâme tout le monde sauf lui, qui est la cause de ses problèmes actuels. Puis je dis bon lanceur, il en arrache de plus en plus aussi, là, parce que il a déjà dit que il y avait à peu près juste 20 frappeurs là, dans le monde là, qui pouvaient vraiment le challenger à ce niveau-là. Puis, Sébastien, la vie fait bien les choses parce que
dans son dernier départ, il y a à peu près 5-6 gars qui l'ont traversé. Fait que sur les 20 gars dans le monde qui peuvent le traverser, il y en a 5 qui jouent au Japon dans la même équipe. C'est pas assez une belle coïncidence, ça? On parlait de coïncidence tantôt. mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Tu dis qu'il n'y a personne qui est capable de le traverser. Tous les joueurs qui affrontent veulent le traverser. C'est leur seul objectif. Que ce soit au Mexique, au Japon, en Corée, en Afrique du Sud, partout. Partout, il irait dans un pays où ça ne joue pas au baseball, puis on voudrait le traverser. Il se met une cible dans le dos, puis après ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Exactement. Olivier qui nous dit Bauer avait signé 3 ans avec les Dodgers. Il avait été suspendu à sa première saison à Los Angeles. Pour honorer son pari de juste signer 1 an, les 2 dernières années, c'était des options de joueurs. Donc, dans le fond, il y avait des options de sortie. Par la force des choses, il avait pris les options parce qu'il n'y a personne qui allait y en donner. Donc, oui, c'est pour ça qu'ultimement, il y avait 3 ans de contrat. Il a joué une demi-année, il a été suspendu 1 an et demi, puis il a été réintégré après. Fait qu'il a fallu que les Dodgers le payent sa dernière année pour qu'il reste chez eux. Sur ce, Rafael Devers. Il n'aurait pas pu faire ça 24 heures plus tôt. On aurait pu se défouler dans le podcast de la semaine passée. Rafael Devers, le seul qui doit être content de tout ça, c'est Abraham Toro, parce que pendant que Rafael Devers se dit « Moi, je ne veux pas jouer au premier », Toro, il se dit « Juste moi qui ne vois pas la pogne, je vais y aller. Moi, je vais au premier pour les Red Sox. On dirait, je ne le vois pas le problème. » Fait que ça fait un job à Abraham Toro. Tant mieux pour le baseball au Québec. Oui. On remercie Raphaël au passage. On remercie Raphaël au passage. Écoute, il achètera une petite bouteille de vin pour le remercier. Oui. Raphaël Devers, qui lui a décidé que ça ne tentait pas de jouer au premier coussin. On pourrait jouer jusqu'à demain matin à nomme-moi une vedette qui a accepté de changer de position. Pete Rose a joué comme 500 matchs à 5 positions différentes, là, ou quelque chose comme ça. Et les joueurs acceptent de changer de position pour le bien collectif. Raphaël Devers, lui, il a sa bague, il a son contrat, il s'en fout, il ne va pas jouer au premier but. Moi, mon bout préféré de tout ça, c'est quand il a été de mauvaise foi. Sébastien Piquet, il a dit que ben là, si les patrons me demandent d'aller jouer au champ-centre, je vais-tu aller jouer au champ-centre? Hey, mon homme, il n'y a personne qui a jamais pensé à t'envoyer au champ-centre. Puis ceux qui y ont pensé, ils ne travaillent pas pour les Red Sox en ce moment, je peux te le garantir. Voyons, toi, tu peux-tu être plus de mauvaise foi? On te demande d'aller au premier, là. T'as de la misère à jouer au troisième, on t'enverra pas au champ-centre, là? Non, ça, c'est sûr. Fait que, là, on y va dans ton carré de sable. On reste là. On reste entre 4 murs. C'est là que tu peux jouer. C'est là qu'on t'enverrait. Mais tu ne veux pas y aller. C'est incroyable. Puis, tu sais, tout le monde a une opinion sur cette situation-là. Le dernier en liste, c'est Pedro Martinez qui amène le point que si au moins... S'il ne travaillait pas, ce serait pire, mais au moins il travaille. Donc, pour ses coéquipiers, c'est peut-être mieux vu. Puis que les discussions, ça devrait rester à l'interne, que les deux parties signent des ententes de confidentialité. C'est vrai, mais ça ne change absolument rien au fait que c'est un mauvais coéquipier, puis qu'il pense seulement à sa petite personne au lieu de penser à son équipe, qui manque cruellement de leadership. Puis ça va être très, très difficile de changer cette image-là à partir de maintenant, avec ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des conseillers autour de lui? Est-ce qu'il y a un entourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire, là, c'est assez? Rentre dans le rang, là. Je comprends que ça ne te fait pas plaisir, mais probablement que ça ne faisait pas plaisir à tous les joueurs qui ont changé de position, puis ils l'ont fait parce que c'est comme ça que ça joue. C'est comme ça qu'on doit, on doit agir quand on est... C'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe, c'est un sport collectif. Fait que tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le bien collectif. C'est tout le contraire de Rafael Devers. Non, absolument. Puis, tu sais, probablement que les Red Sox ont des torts là-dedans aussi, mais je peux pas croire qu'ils en ont, ne serait-ce qu'à peu près autant que Rafael Devers qui joue à tête dure comme ça. Puis, tu sais, on aurait promis à Rafael Devers, quand il a signé son contrat, qu'il jouerait toujours au 3e but. Premièrement, c'est Chaim Bloom qui a signé ce contrat-là. Puis c'est pas dans le contrat, là. Je veux dire, à un moment donné, lui, il n'est pas tributaire de ce que l'autre a dit il y a 3 ans parce que là, son premier but s'est blessé. Puis, je pourrais avoir une solution, mais l'autre a dit que. Non, à un moment donné, ça ne marche pas comme ça quand tu gères une équipe. Ça, c'est de 1. Puis de 2, je pense que c'est Zach Scott, son nom, là, qui travaillait pour les Red Sox, qui a été GM pendant 1 an des Mets de New York. Puis lui, il aime ça s'ouvrir la trappe un petit peu sur Twitter maintenant, il est consultant. Puis il est vraiment intéressant. Là. Si c'est ça son nom, je vous conseille à tous de le suivre. Mais
Lui, il a dit, ouais, je faisais partie de l'organisation des Red Sox quand ce contrat-là s'est signé. Puis je peux te garantir que James Bloom, il ne voulait pas le laisser au troisième but. Fait que je ne peux pas croire qu'il a dit ça dans les négociations. Nous autres, ce qu'on se disait, c'est un jour, notre côté gauche de l'avant-champ, Bogart et Devers, va devenir notre côté droit. Fait qu'il dit, je ne peux pas croire qu'on lui a promis qu'il resterait au troisième but pendant toute sa carrière parce que ce n'était pas notre plan. Puis c'est pas une surprise parce qu'on le sait que c'était pas ça son plan. Tout le monde le sait que le plan, c'était de l'envoyer au premier éventuellement. On pensait pas nécessairement que c'était en 2025, mais tout le monde savait que c'était la finalité. Fait qu'à un moment donné, accepte-le, puis sois un joueur d'équipe, puis ça va améliorer ton équipe parce que tu vas ouvrir le poste de DH, puis après ça, beaucoup plus facile de manœuvrer pour ton gérant puis pour tout le monde. Puis toi, en plus, tu vas revenir sur le terrain. C'est pas facile d'être DH à temps plein. Il y a à peu près juste Shohei Ohtani puis David Ortiz, là, j'exagère, là, mais tu sais, qui pouvaient le faire parce que c'est tough de toujours attendre 45 minutes entre chaque apparition au bâton. Fait que profite-en, retourne sur le terrain, puis on te demande pas de gagner un gant doré, on te demande juste de pogner la balle une fois de temps en temps. That's it. Puis admettons là, ouais. qu'on lui aurait promis qu'elle allait jouer au troisième but. Puis là, tu as l'occasion d'améliorer ton équipe. Donc, si tu améliores ton équipe, tu as plus de chances de gagner. Là. On ne sait pas si c'est dans les priorités de Devers, probablement pas, mais tu as des chances d'améliorer ton équipe, ce qui fait que cette promesse-là est un petit peu mise à l'écart, mais tu as une meilleure formation. Mm-hmm. Il est où le problème? C'est ça que je ne comprends pas. Il est où le problème? Les Red Sox sont une meilleure équipe avec Alex Bregman au troisième but, puis Devers partout, sauf au troisième but. Donc, qu'il soit au premier, qu'il soit frappeur de choix, j'ai aucun problème. Mais on a cette occasion-là d'améliorer l'équipe, mais là, monsieur ne veut pas. Mais non. Puis, en plus, là, tu sais, si, mettons, il était à 2 ans de signer son contrat à long terme, je te dirais, écoute, je comprends d'où ça vient, pas un grand joueur d'équipe, mais non, là, tu as signé pour 315 millions de dollars. Ta responsabilité est envers les Red Sox de Boston, qui t'ont donné cet argent-là. Pour être le meneur de cette équipe-là, c'est le plus gros contrat de l'histoire de la franchise. Ben, à un moment donné, il faut que tu fasses en conséquence. Puis les torts des Red Sox, là, c'est peut-être, je pense même pas que ça c'est seulement pour Devers. Là. Je pense que les torts des Red Sox, c'est de ne pas avoir instauré une culture justement d'équipe. Parce qu'on va se rappeler que Tristan Cassis ne voulait pas que les jeunes montent parce que là, ça mettait son poste en danger. Donc, c'est pas seulement Devers. Il y a quelque chose dans cette culture-là qui fait que peut-être que les individus prennent beaucoup trop de place dans cette organisation-là. Puis là, du côté des Red Sox, on s'en rend compte, puis on en paie le prix parce que là, on fait les manchettes quasiment tous les jours. Tu as raison. Puis regarde, même Jean-Michel qui propose un commentaire il y a quelques minutes, là, un peu dans cette optique-là. Devers semble ami avec Tristan Casas aussi, donc je pense qu'il ne veut pas prendre la job de son ami dans le futur. Il y a peut-être de ça aussi. Là, peut-être qu'on essaye de se protéger, je ne le sais pas, mais de toute façon, on le sait que l'avenir de Casas, il est ailleurs parce que c'est Devers éventuellement qui s'en va au premier. Là, ça va être plus dur de maximiser sa valeur avec une autre saison qui a été perdue dans son cas. Ça aurait été plus facile s'il y avait eu une grosse saison. Mais bref, c'est assez compliqué à ce niveau-là. On ne parle même pas de futur. Là. On parle de là, maintenant. Maintenant, Cassis, il ne reviendra pas cette année. Là. Non, c'est ça. Fait que, est-ce que Devers, pendant ce temps-là, peut jouer au premier but? Parce que quand Cassis était là, il ne prenait pas sa place. Là. Il agissait comme frappeur de choix. Donc, pour moi, il n'y a personne qui prend la place de personne. Là. On a un joueur qui est blessé. Là, il prend la place de Yoshida, là, qui est blessé jusqu'à la fin des temps. Oui, Yoshida, oui. On avait de la misère à y trouver. La blessure a bien tombé, mettons. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas en train de te dire que le gars n'est pas blessé, là, mais je suis en train de te dire que ça fait l'affaire des Red Sox. On peut le passer pareil. Oui, on peut le passer. C'est exactement ça. Bon point d'Olivier, c'est le fait que Gleyber Torres refusait de jouer au troisième but qu'il l'a sorti dans le Bronx. C'est sûr que ça a été une raison aussi. Puis regarde, Jazz, il a dit « Je vais y aller, mon troisième. J'ai jamais joué là de ma vie. » Puis il l'a fait, évidemment, arrivé dans des conditions différentes, mais quand même, il a accepté de le faire. On a eu un commentaire tantôt. Là, je vois que David nous a parlé un petit peu là, d'une potentielle transaction de Devers avec les Blue Jays. Il y a Matt qui nous en a parlé. Matt qui dit un échange Rafael Devers pour un Nick Lemon plus, est-ce que c'est possible pour les Jays? Ça n'arrivera pas pour un Nick Lemon. Là. Je veux dire, je comprends que le contrat de Devers est massif et qu'il faudrait faire balancer les salaires un peu. Mais si Rafael Devers est échangé, ce ne sera pas pour un joueur d'utilité non plus. Mais la question est intéressante quand même pour les Blue Jays malgré tout parce que là, il y a de moins en moins de trous au troisième but avec Addison Barger, comme on le parlait, qui se lève. Mais
si tu as un gars comme Rafael Devers qui arrive sur le marché, par la force des choses, tu n'as pas le choix de t'y intéresser si tu es une équipe qui a beaucoup de budget comme les Blue Jays de Toronto. Moi, je ne vois pas le fit parce que, comme je t'ai dit, je ne le vois pas au troisième but à long terme. Puis au premier but, il y a Guerrero, il y a Santander aussi comme DH. Donc, je pense que ce serait trop de joueurs dans ce moule-là. Il ne joue pas au premier but, fait que ça ne change rien. T'as raison, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a passé par la tête. Là. Fait que je vois pas le fit avec les Blue Jays, puis je le vois pas pour Bichette non plus, parce que Beau Bichette devient agent libre à la fin de la saison, donc les Red Sox n'échangeront pas un joueur de franchise contre un joueur de location non plus. Donc, j'ai de la difficulté à voir avec les Blue Jays. Ceci étant dit, c'est pas impossible que ce gars-là soit échangé non plus. Pour Bichette, s'il était signé à long terme, par contre, ce ne serait pas seulement Bichette contre Devers, là, mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait faire du sens à un certain niveau. Moi aussi, j'ai de la misère à le voir atterrir à Toronto. Si tu le fais atterrir à Toronto, que tu le places au troisième but pour le moment, puis que toi aussi, tu as la chance d'aller chercher un Alex Bregman ou un joueur de troisième but établi qui est beaucoup plus solide à cette position-là. On va-tu recommencer le cirque encore avec Anthony Santander qui est ton frappeur de choix? Tu ne veux pas t'embarquer là-dedans. C'est pour ça que Devers est en train de se fermer des portes en agissant de la sorte. Puis c'est incompréhensible pourquoi il continue, il s'entête dans cette voie-là. J'ai de la difficulté aussi avec Bichette à l'air écho parce que il y a Marcelo Mayer qui arrive, là, ça c'est Jean-Michel qui nous dit ça, puis je suis assez d'accord avec lui. Ceci étant dit, dans le court terme, moi j'en ai une idée pour toi pour les Red Sox. Je sais que Trevor Story a dit que c'était pas fait demander il y a quelques jours s'il voulait aller au premier but. Envoie Trevor Story au premier, puis monte Marcelo Mayer. Oui. Ben oui. J'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter. Tu cherches une place pour les jeunes. Trevor Story, je veux dire, oui, il est correct à l'arrêt court, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde s'il joue au premier coussin non plus, surtout dans les circonstances. Non, évidemment, ce serait dommage pour Abraham Toro, mais je veux dire, si tu peux faire monter un Marcelo Mayer. Mais c'est là que je m'en allais. Tu peux garder Toro comme joueur d'utilité. Parce que Trevor Story, oui, ça va être ton joueur de premier but, mais pas nécessairement tous les jours. Là. Non, donc, tu vas être capable d'avoir une certaine rotation. On a tellement de profondeur à l'avant-champ chez les Red Sox, ce qui fait justement que Devers n'est plus dans cet avant-champ-là. Mais dans les rangs mineurs, là, on est blindé. Là. Donc, on a des options. On doit agir de la bonne façon parce qu'on est dans une division qui est très forte. On ne peut pas laisser nécessairement les grosses équipes s'éloigner. On a quand même une fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Il ne faut pas laisser cette situation-là détruire un peu ce club-là qui était en train de se construire, puis qui est en train de se construire de la bonne façon. Olivier qui dit peut-être que Devers pourrait atterrir avec les Yankees. Niveau du fit, on est d'accord. Là, le club se cherche un joueur de troisième coussin. Les Yankees ne veulent pas ajouter de l'argent parce qu'en ce moment, avec la taxe de luxe, chaque gars, tu le payes à 110% de plus. Fait que si tu vas chercher un contrat de quoi, c'est 30 millions par année qui gagne, ben, tu le payerais genre 33 millions de dollars de plus. Fait que Rafael Devers à 63 millions de dollars, je ne vois pas le fit. Puis Yankees, Red Sox. Les Red Sox ne changeront pas un joueur de franchise de New York. Fait que, écoute, sur papier, j'ai envie de te dire il y a un fit. Dans la réalité, je ne vois pas un monde dans lequel ça va se faire. J'ai envie de te dire aucune chance. Il y a des transactions qui se réalisent entre les deux organisations, mais c'est jamais pour des joueurs de la trempe de Devers. Puis les Red Sox, imagine-toi là, que les Red Sox échangent Devers aux Yankees, que Devers se ferme la trappe et qu'il frappe comme il est capable de le faire, là, parce qu'on va se le dire, c'est un excellent frappeur. Ouais. Puis que les Yankees gagnent la Série mondiale, on ferme Boston. Là. Oui. On ferme la ville. On ferme la ville, c'est terminé. Là. Oui. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Donc, je pense pas que ça arrive. Après le Bambino Curse, il y aurait le Babyface Curse. Oui, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'à New York, deux avantages pour les Yankees d'aller le chercher. Aaron Judge serait sûrement capable de le placer parce que Aaron Judge est un capitaine extraordinaire. Et deuxième bonne raison, comment Garrett Cole peut accorder des circuits à Rafael Devers s'il joue dans son équipe? Oui, et voilà. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Oui. Tu règles deux choses. Là. C'est merveilleux. Merveilleux. Mais ça n'arrivera pas pareil. T'enlèves la kryptonite de Garrett Cole. Ça ne redonne pas un coup dans la santé, mais tu sais. Est-ce que ça va le faire courir au premier but s'il y a un roulant vers le premier coussin?
Hey, imagine Devers qui finit par jouer au premier coussin, puis il n'y en a pas un des deux qui veut courir au premier but. Ce serait Judge qui partirait de la droite puis qui irait, moi, je pense. Oui, je pense que oui. Chic. Il va arriver avant. Chic. Ça serait chic. Oui, je pense que oui. Ben après le coureur, mais avant les tarlans. Oui, c'est ça. Hey, écoute, on parle des Yankees. Oswaldo Cabrera, là, ça avait pas l'air de faire du bien, hein, sa petite blessure à la cheville. Là. Ouch. Une ambulance sur un terrain, là, je veux dire, mettons qu'un gars tombe inconscient ou quoi que ce soit, c'est une chose, là, mais une ambulance sur un terrain pour une cheville, j'ai vraiment vu ça. Oui, puis tu sais, ça rappelait Moïse Alou. C'est sûr que c'était pas un contact sur le but, mais tu voyais que la jambe était droite, puis le pied, lui, il l'était pas. Là. Donc, ça devait être tellement souffrant. Puis c'est dommage parce que, tu sais, je le répète depuis plusieurs épisodes, c'est pas le joueur de troisième but que les Yankees doivent avoir, mais tu peux rien. Tu ne peux pas le blâmer pour absolument rien dans cette saison-là. Oswaldo Cabrera qui travaille tellement fort. Il a travaillé toute sa carrière très fort pour se rendre là. Ouais. À chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il le fait. C'est un joueur d'utilité extraordinaire qui se donne à chaque match. Il se donnait justement. Les Yankees étaient en plein contrôle du match, mais quand même, il voulait marquer son point sur un ballon sacrifice. Mais là, probablement que sa saison est terminée. On l'a placé sur la liste des blessés de 10 jours, là, mais on s'entend que c'est une formalité. C'est ça, c'est une formalité. Ça va être quand même très long. C'est dommage parce qu'en plus, DJ LeMahieu était de retour aujourd'hui. Donc, on aurait pu faire une certaine alternance entre les deux, ce qui aurait enlevé de la pression sur Oswaldo Cabrera. Je suis sûr qu'il aurait continué à performer. Au final, j'espère qu'on aurait été chercher un joueur de troisième but, mais quand même, on aurait eu des options jusque-là parce qu'on va attendre jusqu'à la dernière seconde à la date limite des transactions. C'était pas une belle blessure, disons. Ça t'en prend des Cabrera dans une équipe, puis autant que ça t'en prend des LeMahieu, puis c'est ironique parce que les deux ont des caractères assez différents. Le LeMahieu, quand il sourit, là, c'est les journalistes sur le beat des Yankees, ils le mentionnent. Est-ce qu'il sourit? Je suis pas sûr. Je pense que c'est arrivé 2 fois depuis 2020. Oui. C'est un gars qui est très, très, très sérieux, très focus. Puis Oswaldo Cabrera, de l'autre côté, quand il sourit pas, c'est mentionné là, sur le. C'est un gars qui a vraiment le sourire facile. Ça t'en prend des Cabrera dans une équipe comme ça qui vont couvrir quelques positions. Volpe prend une journée de congé, tu peux le soigner, ou peu importe. Il amène une énergie qui est contagieuse. Donc, ça t'en prend des gars comme ça dans une formation là, par la force des choses. Ouais. Hey, toujours chez les Yankees, je sais pas qu'est-ce qu'il met dans ses céréales le matin, mais je veux la même recette que Max Fried. Parce que ça n'a aucun... Lui, là, la pression du Bronx, je connais pas ça. Non, Devin Williams, peut-être, là, qui sent la pression du Bronx. Lui, je veux pas la même chose que ça non, dans ses céréales. Mais Max Fried, mais moi, ça, à chaque D'après fois. moi, Devin Williams, il met du lait avant ses céréales. Genre. Ouais, ça serait son genre. Ouais, parce que ça marche pas comme recette. Là. Mais Max Fried, c'est sûr qu'il met les céréales avant. Là. Ça, c'est sûr. Oui, il connaît ça, lui. Ouais. Mais à chaque fois qu'il se présente sur la butte, ça me fait mal parce que je me dis, imagine-toi Garrett Cole, le lanceur. Puis là, tu sais, Garrett Cole serait quasiment le lanceur numéro 2 dans cette équipe-là. Tellement que Max Fried est extraordinaire cette année. Mais ce serait sain comme débat de se dire, hey, mettons que les séries commencent demain, tu mets Fried ou tu mets Cole. C'est sain ces débats-là parce que ça veut dire que Cole est challengé puis c'est une bonne chose. Exact, mais là, justement, tu n'étais pas dans cette position-là. Non, c'est ça. Peut-être qu'on va l'être l'an prochain, mais cette rotation-là avec ces deux piliers 1 et 2, t'enlèves de la pression à Carlos Rodon. Là il lance bien, ça va bien, mais quand même, tu ne veux pas nécessairement l'avoir dans ce rôle-là. Donc, tu le relègues un petit peu plus bas dans la rotation. Même chose pour Clark Schmidt, le jeune Will Warren. On avait bien fait les choses chez les Yankees après le départ de Juan Soto. Là, c'est dommage que Garrett Cole soit blessé, mais ce que Max Fried est en train de faire, il prend littéralement la place de Garrett Cole. Puis on en avait tellement besoin à New York parce que, imagine-toi un Max Fried qui ne performe pas, on est dans le trouble. Là. Puis imagine-toi si tu n'as pas signé Max Fried durant la saison morte. Ben, un, tu es dans le trouble. 2, si tu veux aller le chercher, et après la blessure de Cole, les équipes t'attendent dessus avec une brique. Une brique puis un fanal, 2 briques puis 2 fanales. Là. Oui, puis peu importe qui tu vas aller chercher, on parle de Fried, mais on n'aurait pas eu le choix d'aller chercher un lanceur de cette trempe-là, puis ça aurait coûté les yeux de la tête. Là, tu as encore des options devant toi, tu as quelques bons éléments que tu peux sacrifier. On n'avait pas le choix d'aller le chercher, puis là, ça paie des dividendes.
Sébastien, on va faire un quiz. OK? Oh. T'es pas prêt pour ça. Non, c'est ça. Mais C'est ce que j'allais dire. Mais je pense que tu vas avoir la bonne réponse. En fait, je le sais. Je vais te nommer 12 noms. tu vas me dire qu'est-ce que ces gars-là ont en commun, OK? OK. Shohei Ohtani, River Ryan, Gavin Stone, Emmett Sheehan, Tyler Glasnow, Blake Snell, Rocky Sasaki, Clayton Kershaw, Evan Phillips, Michael Kopech, Blake Trinan, Brusdar Graterol. Qu'ont-ils en commun? Ben, à l'exception de Shohei Ohtani, qu'on ne peut pas diviser en deux, là, ils sont tous présentement assis dans leur salon. Ouais. Oui, ben là, j'exagère, là, mais... 11 lanceurs sur 12 sur la liste des blessés, donc 12 lanceurs qui ne lancent pas pour les Dodgers de Los Angeles. C'est quoi déjà leur fiche? Ça va pas mal. Là. C'est quoi? C'est 27-15 en ce moment? Ça va être très bien. Ça va pas mal. Bon, évidemment, Clayton Kershaw va revenir samedi, mais jusqu'à preuve du contraire, il est encore sur la liste des blessés à long terme. Écoute, c'est 12 lanceurs, là, c'est un personnel de lanceurs. Puis, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ça fait 2 ans qu'on... Oui, c'est ça. Puis, on a au moins 2 rotations, puis on doit s'en servir de ces 2 rotations-là. C'est incroyable. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va pouvoir durer comme ça. Je ne comprends pas comment ils font. À un moment ou à un autre, il va falloir aller chercher des bras parce que ça ne peut pas tenir, mais ça tient toujours. Ouais. Hey, Yamamoto, Cy Young, ça se peut, ça? Pas mauvais, lui, hein? Il est correct. C'est peut-être pour ça qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Ils ont dû voir quelque chose. Ouais, je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi, d'après moi, là, j'ai ma théorie. Là. Dis-le pas trop fort, là, mais moi, je pense que c'est les nouvelles toilettes au Dodger Stadium là, qui l'ont propulsé à un autre niveau. C'est sûr, c'est ça. Mais par contre, est-ce que ces nouvelles toilettes-là causent des blessures? Je commence à me poser des questions. Ben, ça a toujours causé des blessures. Fait que d'après moi, ancienne ou vieille toilette, là, ça, il y a une constante. Parlant de Rocky Sasaki, là, est-ce que, tu sais, on parlait de séjour sur la liste des blessés un petit peu fantôme, là? Ouais. Est-ce qu'on est un petit peu dans ces eaux-là? Parce que ça n'allait pas super bien, là. Mais est-ce que la blessure a causé ces problèmes-là? Peut-être aussi, là. J'ai envie de te dire oui et non. Je pense que, feeling que j'ai, évidemment, je pense qu'il aurait pu continuer si jamais le club en avait besoin, mais je pense que sa perte de vélocité démontre qu'il y avait quand même une blessure à ce niveau-là. Je pense qu'elle s'endurait, qu'on a été très prudent chez les Dodgers, puis c'est correct aussi jusqu'à un certain point, mais je pense que la perte de vélocité veut dire quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui n'était pas à 100%. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a un petit cas de blessure fantôme? Pas impossible. Oui, probablement un dans l'autre, mais tu dis si les Dodgers en avaient besoin. Ben oui, ils en ont besoin parce qu'il n'y a plus personne. Oui. Fair enough. Fait que oui, je pense que c'est une vraie blessure, mais la question est bonne. Sébastien, je pense que c'est le temps de passer à la période des questions. Tu vois, je remonte la liste de questions. On en a plusieurs en attente et j'ai réalisé qu'il y en avait une aussi sur Max Fried. On aurait pu la glisser pendant le bloc sur Max Fried. Mais je la propose maintenant. Pourquoi Max Fried ne peut pas être frappeur et lanceur avec les Yankees car il peut bien frapper? Ce serait intéressant quand même jusqu'à un certain point de voir Max Fried. Tu sais, à la Jacob deGrom de comme je vais le faire tout seul. Là. Rappelle-toi Jacob deGrom avec les Mets. Là, des games qui gagnaient 1-0, qui lançaient 9 manches et qui frappaient un circuit. Là. Ça a existé, ça, là, pour Jacob deGrom. C'est sûr qu'on a peut-être moins besoin à New York d'avoir un Max Fried qui frappe. Puis je pense qu'on veut qu'il se concentre sur ce qu'il fait très bien depuis le début de la saison. On est correct en attaque chez les Yankees. Si jamais on a besoin, par contre, en manche supplémentaire en séries éliminatoires, peut-être qu'on pourrait sortir le bâton de Max Fried, mais jusque-là, je pense qu'on va le garder bien rangé dans le vestiaire. Ah, j'ai une question, je connais déjà ta réponse. Que faire avec les Orioles de Baltimore? Sont-ils vraiment mauvais cette saison ou ont-ils seulement besoin d'un changement de gérant? Sébastien, sur un plateau d'argent, rapide en plein milieu du marbre. Sors-moi là du stade, mon homme. Pourquoi il est encore là, lui? Hein? Brandon Hyde. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une info privilégiée sur un membre de l'organisation qui fait qu'il peut garder son poste? Hey, on est au moins 10 matchs en dessous de 500. Là. Aujourd'hui, je ne sais pas, on avait un programme double. Je pense qu'on a divisé peut-être, là, mais on était à 10 matchs en dessous de 500. Là.
Puis on est rendu à la mi-mai avec une formation qui, offensivement, là, est blindée, avec d'excellents jeunes joueurs. Oui, on a des trous dans la rotation dans ce corps de lanceurs-là, mais ça n'explique pas les contre-performances des Orioles jusqu'à maintenant cette saison. Ça s'explique en partie par le gérant. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va prendre des changements dans cette organisation-là. Puis il va falloir faire les choses de la bonne façon. Il va falloir probablement se ranger du côté des vendeurs à la date limite des transactions. Est-ce qu'on va échanger un Cedric Mullins peut-être, Ryan Mountcastle? Ça va prendre des changements à plusieurs niveaux, mais ça va commencer entre autres par le gérant. 15, 26, 11 matchs en plus de 500. Matchs. Donc, c'est incroyable. Ouais. C'est ça. On est déjà sorti de la course ou presque dans cette division-là. Là. C'est pas nécessairement la division qu'on attendait. Les Yankees et les Red Sox ne sont pas aussi forts au point de vue de l'affiche qu'on l'attendait, mais quand même de revenir de 11 matchs sous 500 contre ces équipes-là, je ne vois pas comment on va le faire. Non. 9 matchs du sommet pour les Orioles. Les Yankees qui ont 25-18 comme fiche. Les Red Sox 22-22. Les Red Sox, là, ils ont tout le temps de fiche de 500. J'ai vu une fiche qui disait que comme depuis 3 ans, c'est l'équipe qui a le plus joué pour 500. Je pense que comme 30 fois par année, ou j'exagère, là, mais ils sont à 500. Là, ils montent à. Ils vont être 27-27. Puis éventuellement, ils vont être 29-29. Depuis 3 ans, ils sont toujours à 500. Puis en fin de saison, ben, ils s'écroulent. Fait que. Mais on s'attendait à plus cette saison. Ouais, exact. Et il va falloir que ça commence. C'est sûr que la situation d'Ever, ça n'aide pas non plus. Là, puis les quelques blessés qu'on a, mais il va falloir que ça parte à un moment. Sandy Alcantara, nous demande Matt, semble avoir de sérieuses difficultés cette saison. Est-ce possible qu'il reste à Miami si ses ennuis continuent jusqu'à la date limite des transactions? Pas impossible. C'était le genre de gars qui allait assurément partir à la date limite des transactions, ou à peu près. Là, au salaire qu'il gagne, s'il continue de lancer comme ça, moi, je ne vais pas le chercher maintenant. Je ne te dis pas que je ne vais pas le chercher durant la saison morte ou quoi que ce soit, mais si je suis une équipe aspirante, je ne vais pas le chercher maintenant parce qu'il ne me convainc pas. Je suis sûr qu'il a juste besoin de temps et qu'il va redonner Sandy Alcantara. Là. Je ne pense pas que c'est un stress, mais en ce moment, s'il continue comme ça, il va finir l'année à Miami, Sébastien. Ben, tu vois, moi, je le prendrais avec ses difficultés. Des difficultés à Miami, là, pour moi, là, ça ne fait pas plus la différence. C'est sûr que ça ne pas comme on l'attendait, mais tu as la chance de mettre la main sur un Sandy Alcantara, peut-être à un prix un petit peu moindre que ça aurait été. Moi, je saute sur l'occasion pour essayer de lui mettre la main au collet. Puis j'ai confiance que mon organisation, peu importe, je me mets dans la peau d'un dirigeant, là, va être capable de ramener le Sandy Alcantara de ses bonnes années. Je déteste pas ce que tu me dis. Permets-moi de jouer à l'avocat du diable. Let's go. Tu dis, je peux aller le chercher à rabais, justement. J'inverse la question. Si je suis Miami, c'est mon seul atout qui a de la valeur. Pourquoi je l'échange à rabais? Parce que je suis Miami. Bonne réponse. J'ai pas d'autre explication. Pour vrai, j'aille pas ça. Ils vont le faire pareil, là. Miami, ils font des transactions au début du mois de mai, là. C'est vrai. Tu sais, les autres, dès qu'ils ont la chance de se débarrasser, let's go. C'est vrai, t'as raison. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Pourquoi les choix au repêchage ne peuvent pas être échangés dans les transactions? Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, je sais que les choix compensatoires peuvent l'être. Oui. Les seuls choix qui peuvent être échangés. Mais c'est pour ça que les espoirs sont souvent échangés. C'est parce que tu ne peux pas dire que je l'échange contre un choix de première ou je l'échange contre peu importe. Mais le pourquoi, je ne peux pas dire que je connais la réponse. Mais j'aimerais ça que ça change. Tu sais, pourquoi tu ne peux pas échanger des choix? C'est un peu épais. Ouais, je sais pas. Moi aussi, le pourquoi du comment, je le sais pas. Est-ce qu'on veut. Tu sais, on est beaucoup dans. Pas du niveau des salaires, là, mais on est beaucoup dans la parité au baseball. Tu sais, il y a le partage des revenus. On veut essayer d'équilibrer les choses au niveau du repêchage aussi. Est-ce que ça se situe là? Peut-être. Mais tu sais, au final, tu es capable d'échanger des espoirs, comme tu l'as mentionné. Donc, ça revient peut-être au même. Mm-hmm. Puis il y a le jeu aussi de l'argent, les pools d'argent qui sont mis à la disposition des joueurs selon le rang. Je pense que ça vient jouer un petit peu là-dedans, là, mais la raison précise, je la connais pas. Ben, en fait, tu as probablement mis le doigt sur le bobo. Là. Le fait que les choix ont une valeur, quoi que tu pourrais échanger la valeur aussi, ouais, tu me diras, mais ouais, probablement que ça fait partie de l'équation. Parce que, tu sais, on échange de l'argent international justement pour aller chercher un petit peu plus. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça joue. Là. Ouais, mais à ce temps, les Blue Jays, ils se disent qu'échanger de l'argent international, c'est parfait. Gars, Sasaki ou Milestro. Moi, je prends Milestro en ce moment. Tous les jours de la semaine, 2 fois le dimanche.
Ah, mais ça. Oui. Est-ce que le DG des Américains pour le baseball, pour la prochaine classique mondiale de baseball, pourrait être Buster Posey? Si les Giants continuent à avoir du succès cette saison, écoute, je ne sais pas c'est qui le DG, mais il a déjà choisi le capitaine. Fait que j'ose croire qu'il a déjà été choisi. Là. Mais j'imagine qu'à moins que tu voulais dire la prochaine, dans le sens celle qui aura lieu en 2029, tu sais, sincèrement, Buster Posey, c'est un gros nom. Il y a une aura alentour de ce gars-là. S'il y a du succès, Sébastien, ça se peut. Pourquoi pas? Là, pour cette prochaine classique, c'est sûr que non. Là, on est déjà dans le processus. Donc, Ouais. ce ne sera pas Buster Posey. Par contre, si on remporte les grands honneurs du côté des Américains, souvent, on va ramener la même organisation, le même état-major. Donc, peut-être que ça pourrait fermer des portes à Buster Posey, mais ça ne l'empêcherait pas d'arriver dans cette organisation-là. Puis après ça, de prendre le poste peut-être de DG principal. Quelle est votre plus belle destination baseball que vous avez faite et vous avez à refaire pour le même voyage de baseball? J'aime cette question-là, une question différente de ce qu'on a d'habitude. Sébastien? J'ai beaucoup aimé Philadelphie. Ouais. Pour le stade, pour l'ambiance, vraiment, là, ça sent le baseball. Les gens connaissent leur baseball. Il y a de l'animosité, il y a de l'effervescence dans la foule aussi. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. Pour le stade en tant que tel, je dirais peut-être celui des Orioles à Camden Yards. Très beau stade. Puis, d'être là avec la vue au champ droit. Parce que, j'ai pas fait San Francisco. Là. Je pense que ça serait extraordinaire. Je ne suis pas encore rendu là, mais dans ceux que j'ai fait, le stade des Orioles est probablement le plus beau. Moi, j'ai fait Pittsburgh. Ouais, c'est ça. La réponse est assez simple. Moi, J'ai fait Philadelphie. Non, j'allais juste dire que j'étais supposé y aller l'année de la pandémie. Donc, ça a été remis. Puis finalement, je suis allé ailleurs. Fait que, un jour. Voilà. Un jour peut-être. Mais oui, Philadelphie, c'est le fun aussi. Il y a bien de l'ambiance avec tous les stades qui sont proches aussi. Ouais. Ça sent le baseball, ça sent le sport. Belle destination, en effet, du côté de Philadelphie. Mais tu allais dire Pittsburgh, je te laisse continuer, excuse-moi. Ouais, ben écoute, on a tous vu les photos. Là. C'est placer vos attentes hautes, puis ça va les surpasser. Là. Genre, c'est vraiment quelque chose, là, ce stade-là. Donc, non, je recommande à tous ceux qui ont une chance d'aller faire un petit voyage dans ce coin-là. C'est assez intéressant. Richard qui nous dit comment trouvez-vous mes braves, les boys? Je vous ai manqué pour un mois en direct la dernière fois. Je vous avais dit on va rejoindre les Phillies, ça s'en vient. Puis Acuna revient avant le temps. Ronald Acuna hier qui a frappé un circuit dans la Ligue de la Floride, en tout cas dans les mineurs. Les Braves qui ont finalement rattrapé, joué pour 500. Je ne sais pas si ça a changé depuis hier. En tout cas, au moment où on se parle, c'est encore 21-21. Ils sont en train de jouer. Ça va mieux pour les Braves. Ils ont commencé 0-7. Fait que ça veut dire qu'ils sont 21-14 quand même. Ça veut dire qu'on joue pour 600 théoriquement là, depuis 35 matchs. Ça va beaucoup mieux pour les Braves d'Atlanta. Écoute, faire les séries, ça va demeurer un défi malgré tout avec ce début de saison-là. Mais si on continue de jouer à la hauteur du talent, ben, peut-être qu'il pourrait causer une surprise puis devenir la première équipe de l'histoire à commencer 0-7 puis à faire les séries. Moi, je pense que ça va arriver. Je ne pense pas qu'on va rattraper les Phillies nécessairement et les Mets en tête de la division, mais de participer aux séries. Là, on est en train de jouer le baseball qu'on aurait dû jouer depuis le début de la saison. Je pense qu'ils vont réussir à le faire jusqu'à la fin de la campagne, surtout avec le retour d'Acuna Jr. Donc, je pense qu'on va se frayer un chemin jusque-là. Puis rendu là, rendu dans les séries éliminatoires, avec l'équipe qu'on a, puis avec ce qui s'est passé en début de saison, pour être très dangereux. Assurément, je suis d'accord avec toi. Matt qui nous dit maudit que je suis tanné que les arbitres aient de la difficulté à coller les prises avec les balles courbes. On peut avoir un système électronique pour ce genre de tir, s'il vous plaît? Moi, je réitère ma prédiction. Là. À un certain point durant l'année, il va y avoir un call qui va être tellement mauvais qu'il y a un joueur qui va se retourner. Ça va être Gash Chisholm Jr. Il y a un joueur qui va se retourner vers l'arbitre, puis qui va faire ça, puis qui va se faire sacrer. Mais si je me trompe pas, ça a passé proche. Il y en a un qui a failli, puis l'arbitre, il lui a dit tu refais plus ça. Je me rappelle pas c'est qui, mais tu sais, il l'a vu, puis il a dit non, tu t'en vas pas là, toi là. Ben écoute, c'est fioler contre les arbitres. C'est vieux comme le monde, mais c'est toujours aussi vrai. T'sais. Ah oui, puis, mais j'ai regardé plusieurs matchs, là, toi aussi, là. Ils sont juste mauvais.
sais, il y a pas. Sont pas. Tu peux pas dire ça pendant que je bois de l'eau. J'ai Non, pris c'est craché ça. sur mon micro. Puis là, il faut en exclure quelques-uns. Là. On a eu un match parfait ou presque la semaine dernière. Tu sais, il y en a qui sont excellents, là, mais en général, là, c'est ça, c'est qu'ils sont juste mauvais. C'est pas pour une équipe contre une équipe. Non, c'est ça. Ils ratent des deux côtés, puis ils ratent des fois, là, on n'est pas proche. Là. Tu sais, je comprends que ça va vite. Je comprends que les balles bougent énormément. Mais à un moment donné, là, on peut-tu avoir le bon appel au bon moment? Si la balle est, là, pour ceux qui nous regardent, vous allez le voir, là, mais pour ceux qui nous écoutent, est un pied en dehors du marbre, puis parce qu'elle a bougé, il va l'appeler pareil. Je comprends que le receveur a fait un excellent travail, mais à un moment donné, tu l'as vu qu'il n'a pas passé au-dessus du marbre. Tu es placé presque au-dessus du marbre. Là. Donc, tu dois faire cet appel-là. Ouais, c'est ça, tu sais, les jobs, les receveurs font un bon job de framing, donc de cadrer la balle. Mais à un moment donné, il y a des limites. Là. Ils ne sont pas si bons que ça, les receveurs. Non, exactement. Puis, tu sais, on a le carré virtuel là, ou le rectangle virtuel. Quand c'est à côté, j'ai aucun problème. Là. Ça va tellement vite. Tu sais, quand ça touche ou presque, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est vraiment flagrant, là, tu l'as vu. Là. Fais pas semblant, tu l'as vu. Puis surtout, c'est de la constance. Tu sais, si tu es un arbitre que ta zone de prise est plus élargie, c'est correct, mais il faut qu'elle soit toujours plus élargie. Oui, exactement. Des fois, c'est ça qui n'est pas toujours constant, disons. Ouais. Sébastien, c'est ce qui met fin à notre période de questions. Donc, je veux remercier là, tous les auditeurs là, qui ont posé des questions en grand nombre. Merci beaucoup d'être là en live à 20h les mercredis sur la page Facebook, Twitter et YouTube de Passion MLB. Donc, on aime beaucoup avoir votre rétroaction, avoir vos commentaires, vos questions par rapport au baseball. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent en live. Mais Sébastien, merci beaucoup aussi à tous ceux qui nous écoutent dans tous les bons formats de podcast. Oui, certainement. On voit qu'il y en a plusieurs qui l'écoutent sur toutes les bonnes plateformes. Donc, on va placer cet épisode-là, comme à l'habitude, sur toutes ces plateformes de podcast-là, sur notre site web. Tu parlais de rétroaction tantôt. Dans les derniers jours, on en a eu beaucoup sur nos réseaux sociaux par rapport aux articles qu'on écrit. Donc, continuez à écrire, à commenter. C'est ça qui fait que cette communauté grandit. C'est vraiment plaisant, comme ça a été le cas ce soir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Sébastien, encore une fois, cette semaine. De mon côté, je vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.